Bonjour à tous, je vais corriger, ou plutôt proposer des pistes de réflexion en guise de correction de l'épreuve du bac de philo 2018, série ES. Toute vérité est-elle définitive? Alors, quand vous avez un sujet qui commence par des généralités, l'amour est-il toujours aveugle? Toujours. Suffit-il que? Suffit-il que? Est-ce nécessairement? Toute vérité, etc. Quand c'est généraliste comme ça, vous devez commencer par non, ensuite oui et ensuite non mais. Bien sûr qu'on ne va pas dire oui. À quelque chose qui généralise, qui est globalise comme ça, il va falloir trouver les limites. C'est votre troisième partie. Grâce à la philosophie, on sait les limites. Toujours un hymne à la philosophie en troisième partie. Donc toute vérité est-elle définitive? Alors déjà, non d'entrée de jeu. Alors vérité, 1000 définitions possibles. Vous devez tout le temps définir tout au long de votre copie, c'est ça, une dissertation de philosophie. Et puis définir aussi définitive, c'est-à-dire la vérité une fois pour toutes, intangible, je dirais éternelle. Donc ça c'est Descartes qui parle de vérité éternelle. Vous avez Platon avec sa théorie des idées, des aides ou des formes. Vous avez bien sûr la religion qui pose, les religions révélées qui posent des vérités éternelles, puisque parole de Dieu. Et donc vous commencez avec tout ça pour dire que heureusement pour l'homme qui est l'être humain qui est dans la nuit, dans sa nuit je dirais de ténèbres, heureusement qu'il y a des phares éblouissants, inamovibles, tout le temps là, qui sont des vérités de type définitif. Voilà, tout simplement. Alors, ensuite, en deuxième partie, il faut évidemment prendre l'inverse et dire non. Donc c'est plutôt facile parce que toute vérité est-elle définitive? Il suffit juste de constater que la science nous montre une succession de vérités entre guillemets qui ne sont plus, je dirais, qui sont invalidées par d'autres théories. La Terre était plate pour les êtres humains d'il y a 4000 ans. Aujourd'hui, la vérité entre guillemets a changé. Alors, il s'agit de théories, il va falloir distinguer vérité, théorie, vision du monde, tout ça c'est des mots, vous devez jongler avec, mais la science nous montre, alors après si vous voulez aller plus loin on peut parler, c'est très technique, de l'épistémé chez Michel Foucault ou du paradigme chez Thomas Kuhn, mais pas besoin de citer des auteurs pour avoir une très bonne note au bac. Ce qu'il faut c'est appliquer une méthode dialectique où vous dites oui, non et oui mais, ou non, oui et non mais, voilà. Vous finissez peut-être par toute vérité est-elle définitive? Non mais, non bien sûr que non, la vérité peut être aussi une question d'interprétation, et donc forcément la vérité n'est pas une donnée du réel, ni l'adaptation de mots du langage à la réalité, une adéquation à la réalité, mais une question d'interprétation. Nietzsche est le grand philosophe qui nous montre que la vérité c'est juste un choix qu'une classe dominante a fait et a décrété comme vrai et même comme bon, avec une moralisation de la notion de vérité. Donc ça c'est plutôt Nietzsche. Vous pouvez bien sûr dans la vérité qui n'est pas définitive aussi remettre en question la notion même de vérité. Ça sert bien dans une copie de montrer que peut-être qu'il n'y a pas de vérité, qu'il n'y a pas de vérité, que la vérité c'est juste une construction et qu'il n'y a pas vraiment de vérité. Ça je le verrais plutôt en grand 1 petit c, c'est-à-dire la radicalisation du non. En grand 3, finissez par la philosophie, la philosophie qui nous sauve. Et donc, vous pouvez très bien dire que la philosophie, c'est l'art de faire mentir les vérités les plus établies. Ce n'est pas simplement l'art de trouver des solutions à nos problèmes, c'est aussi l'art de trouver des problèmes à nos solutions, des questions à nos vérités les plus établies, voire même à nos préjugés. Peut-être que toute vérité flirte avec le préjugé lorsqu'elle se fossilise, lorsqu'elle n'est plus vivante et qu'elle a besoin d'être en vie, c'est-à-dire en évolution, pour pouvoir s'approcher de ce qu'est le monde réel. Et puis peut-être que ça aurait été bien de faire 2-3 échappées. Alors vous pouvez les faire dans la conclusion, mais peut-être avant, sur la notion de virtualité aujourd'hui avec Internet. Je pense que si vous le faites sérieusement, parler d'Internet et des fake news,
Moi, fake news, je le mettrais plutôt en conclusion, personnellement, parce qu'il y a des profs, ça peut leur déplaire, et le but, c'est de faire une copie qui plaise à tous les profs. C'est ça le sens de la méthode Voyoud que je développe, notamment sur l'application gratuite sur smartphone Philohack. Je vous la recommande pour continuer de philosopher tout au long de l'année et largement après le bac. Mais fondamentalement, on pourrait réfléchir sur effectivement cette notion de vérité à géométrie variable, de vérité co-créée sur Internet et de ces rumeurs orchestrées. Ceci dit, en philosophie, on parle de tout ce dont parle aujourd'hui la modernité avec les fake news. On appelle ça la doxa, l'opinion commune, on appelle ça les rumeurs, on appelle ça la superstition. Il y a des concepts philosophiques qui marchent très bien. C'est un peu comme les neurosciences aujourd'hui, qui n'inventent absolument rien, si ce n'est la philosophie de Descartes du XVIIe siècle, hein, en nous disant « nous pouvons nous illusionner ». Oui, ça on le sait depuis pas mal de siècles. Voilà. Donc on met des grands mots de neurosciences, d'ailleurs c'est intéressant sur le sujet, hein. Toute vérité est-elle définitive? Finalement, on pourrait aussi dire qu'il y a une sorte de cycle des vérités et que les vérités deviennent des mensonges qui deviennent aussi des vérités. Tout dépend de la capacité à l'être humain de s'interroger sur lui-même, sur le monde qui l'entoure, et plutôt que de chercher des réponses, de chercher des questions, ça s'appelle la philosophie. Voilà, prenons le deuxième sujet, la deuxième dissertation qui a été proposée dans les séries ES. Peut-on être insensible à l'art? C'est une question très jolie, je trouve ça très joli, très casse-gueule évidemment. Peut-on être insensible à l'art? Il y a cette notion d'insensibilité qui est hyper floue. Hyper flou parce que insensible, ça veut dire j'aime pas, ça veut dire je n'éprouve pas de plaisir, ça veut dire je l'ignore, je suis dans l'indifférence. Et donc voilà, c'est assez flou, c'est assez littéraire comme notion. Est-ce que ça touche le cœur? Est-ce que ça touche la raison, l'esprit, la compréhension, la connaissance? Et donc voilà, donc c'est intéressant. Alors, peut-on être insensible à l'art? J'ai envie de dire un petit plan en oui, non, oui, mais je pense que ça serait pas mal. Donc oui, on peut être insensible à l'art. L'art qu'il faut bien sûr définir tout au long de votre copie. L'art peut laisser totalement indifférent, ça c'est clair. Vous pouvez donner des exemples. Peut-être que l'art contemporain dans certaines disciplines ne vous émeut pas, hein. Je pense par exemple à la musique contemporaine. Je ne sais pas si vous connaissez un tout petit peu, mais voilà, si vous écoutez quelques œuvres de musique contemporaine, bon, vous n'avez pas peut-être les clés culturelles d'ailleurs, c'est pas forcément la modernité et l'avant-garde qui peut nous laisser insensibles, ça peut être simplement notre culture. Il y a des arts qui viennent de cultures très éloignées, où je n'ai pas les codes pour pouvoir non seulement être ému, mais même comprendre de quoi il s'agit. Il n'est pas sûr que vous appréciez fortement le théâtre japonais traditionnel ou comment dire, certaines musiques d'Afrique subsaharienne ou de Bali. Voilà. Donc l'art dépend d'un socle culturel et on peut très bien ne pas avoir les codes et l'éducation à l'art. Donc on répond non. Deuxième chose, on répond oui à peut-on être insensible à l'art? Attention, c'est un peu casse-gueule, il faut savoir où on est. Deuxième partie, je répondrai non. Non, sinon c'est pas de l'art, tout simplement. Alors ça, c'est la radicalisation à la fin de votre deuxième partie. Mais on peut commencer tout doucement en disant que l'art vise quand même à nous émouvoir. Voilà, à nous émouvoir, à frapper le cœur, le sentiment, à nous emporter dans des narrations, dans des images, dans de l'imagination. L'imagination pouvait beaucoup être convoquée dans ce sujet. Et donc, on radicaliserait à la fin de cette partie en montrant qu'un art qui n'arrive pas à nous émouvoir, un art qui nous laisserait insensibles, serait un art raté, un art qui finalement ne remplirait pas sa fonction première et qui remplirait d'autres fonctions, peut-être entrer sur le marché de l'art, peut-être faire parler de lui, peut-être être original, ce qui ne veut pas dire qu'on soit emporté par cette originalité au niveau de l'émotion. Et troisième partie, on peut répondre oui, on peut être insensible à l'art, mais évidemment on perd quelque chose. L'idée de la troisième partie, là pour le coup, ce serait plutôt une idée d'évaluation. L'art nous apporte des choses que seul l'art peut nous apporter. Un roman nous apporte une compréhension de l'être humain bien plus fine et psychologique
que des gros traités de philosophie ou de psychologie. Une musique nous apporte des choses qui sont quasiment indicibles en termes de récit, de narration, et qui nous touchent et qui nous ouvrent à des univers nouveaux. Vous pouvez éventuellement parler des formes d'art un peu plus modernes. L'art a pour vocation peut-être non pas de nous émouvoir, mais de travailler notre sensibilité et peut-être de changer notre logiciel de sensibilité. Il ne faut pas parler comme ça avec un jargon informatique, mais c'est quand même ce que je veux dire. Donc peut-être que l'art devrait-il se mettre main dans la main avec, allez, je vous laisse deviner, avec quoi à votre avis? Avec quoi l'art pourrait faire bon ménage pour qu'on soit à la fois, je dirais, touché par l'œuvre d'art, mais qu'on aille plus loin et qu'on élargisse notre connaissance avec la philosophie. Vous avez tout compris à la troisième partie. Le petit C, la troisième partie. Voilà, donc bon, les auteurs, pas besoin d'avoir des auteurs obligatoires. Il est vrai qu'un sujet comme ça, vous pourriez parler de Platon qui critique beaucoup l'artiste, qui finalement qui nous dupe hein, avec des imitations. Il condamne l'art, République, livre 10, lecture des vacances. Et puis vous pouvez bien sûr valoriser l'art avec Nietzsche, hein, Platon et Nietzsche, c'est deux opposés assez classiques. Nous avons l'art pour ne pas périr de la vérité. Voilà, l'art qui nous révèle à notre vie, à l'intensité de la vie. Ce serait bien dommage de s'en priver par une insensibilité qui peut d'ailleurs être de façade. Voilà. Je vous remercie, je vous invite à nouveau à télécharger l'application Philohack, que vous soyez jeune, vieux, érudit ou absolument inculte. C'est une application gratuite d'éducation populaire et de philosophie pour tous. C'est un moteur d'intelligence artificielle qui est dedans. Alors ça veut dire que plus vous likez, dislikez, etc., plus vous participez à l'appli, plus elle devient intelligente. Donc il nous faut beaucoup d'utilisateurs pour arriver à créer ce Socrate virtuel. Philohack, c'est gratuit. Les données restent dans l'application, on ne les vend pas et c'est un grand bonheur d'avoir participé à cette aventure de la rencontre entre la philosophie et l'intelligence artificielle. Et il y a la méthode Voyou dedans qui permettra aux futurs bacheliers d'exploser le score au baccalauréat. À bientôt, merci.